Fréquence protestante. Philippe Bilger. Philippe Bilger les soumet à la question. Céline Pina, auriez-vous la gentillesse de vous présenter, je vous prie? Oui, en fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup changé. La première partie de ma vie, je l'ai passée fascinée par le monde politique. Je voulais à tout prix être élue. Toutes mes ambitions étaient concentrées là-dessus. J'ai été élue à assez petits niveaux, adjointe au maire, mandat que j'ai beaucoup aimé, conseillère régionale, mandat que j'ai trouvé plus gazeux, dirais-je. Et puis, suite à un événement, à un salon de la femme musulmane qui s'est révélé être un salon islamiste, j'ai été confrontée à la montée d'une idéologie qui n'est pas fondamentalement différente du nazisme, en ce qu'elle refuse l'égalité aux hommes à raison de la race, du sexe. Donc là, on parle vraiment de l'islamisme, l'islam politique, et qui est extrêmement violent, qui prône la violence politique, qui rejette tout ce qui n'est pas lui, qui a même des appels au meurtre dans sa doctrine. Et je me suis rendu compte qu'en fait, personne ne s'était vraiment intéressé à ce qu'étaient ces prédicateurs, à ce qu'était cette idéologie. Alors que elle avait déjà tué, elle avait déjà fait les meurtres de Charlie. Et à ce moment-là, je me suis dit que je pouvais pas continuer à me taire. J'ai dénoncé ce salon de la femme musulmane et j'ai été traitée de raciste, de fasciste, ce qui m'a beaucoup blessée. Et suite à cela, j'ai été rejetée par ma famille politique et je me suis mis à beaucoup écrire parce que j'avais besoin de comprendre ces phénomènes. Sans doute, j'avais besoin aussi de m'exprimer. Je suis devenue plutôt essayiste, journaliste. Et voilà, c'est une deuxième vie, mais dans laquelle je regrette encore l'action politique puisque je me concentre encore sur des sujets politiques. Comment fait-il, Céline Pina, que après vous avoir demandé de vous présenter, vous abordiez d'emblée votre combat contre l'islamisme et la laïcité? Est-ce que ça veut dire que votre vie ne tourne qu'autour de ça? Non, mais... Vous avez eu un parcours avant, vous avez fait des choses. Oui, mais finalement, ma vie publique, en tout cas, a toujours tourné autour de la politique. Mon parcours avant, j'en suis pas forcément très fière. Parce que quand il y a eu les attentats de Charlie, je me suis dit, mais t'as passé 25 ans à vouloir faire de la politique, donc à avoir une certaine idée de ce qu'étaient les relations entre les hommes, une certaine vision de la France. Et quand je voyais ce que c'était devenu, je pouvais pas m'empêcher de penser, soit tout ce que t'as fait a été inutile. Et je pense qu'aujourd'hui encore ce questionnement m'habite, soit que j'avais peut-être été lâche parce qu'il y avait certaines choses que j'avais vues monter, auxquelles j'avais participé parce que ça m'arrangeait bien, parce que faire élire certaines personnes, c'était même un trampoline potentiel pour moi ensuite. Et donc, je pense que j'ai été confrontée à cette question de la responsabilité qui est finalement de la politique, t'en as fait, t'as essayé de t'en servir, mais est-ce que tu as servi ? Et je pense que la réponse que je donnais à cette question était peut-être dure, peut-être l'est-elle encore trop, mais était tellement dure que je ne pouvais que... j'avais besoin, je pense, d'une forme de rédemption. Et quand vous avez cette histoire dans votre vie publique, ça devient central. Alors qu'en fait, ma vie de femme n'est pas du tout concentrée autour de ces questions-là. Mais j'ai beaucoup de mal à parler de ma vie en général. Le combat est quelque chose derrière lequel on peut se planquer aussi. Parce que parler de soi, finalement, c'est pas si évident. Quelles ont été vos études? Je crois que vous avez fait vos études à Grenoble. Oui. Vous avez fait quelque chose concernant les collectivités locales, je crois. Oui, j'ai fait donc Sciences Po à Grenoble et ensuite des DEA et des DESS de politique publique et notamment un DESS de politique publique locale. Parce que j'étais... en fait, l'action locale m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était les bassins de vie. Comment est-ce qu'on fait pour que dans une région qui a ses atouts, ses problèmes, on réussisse à faire vivre un maximum
maximum de gens, on réussisse à bien les faire vivre, à tisser des liens qui font que ces lieux deviennent des lieux de vie, des lieux dynamiques. Et à l'époque, ça m'intéressait. C'était en total décalage parce que on était déjà dans l'idéologie de l'hyperconcentration, de ce rêve de créer de grands centres-villes très ramassés, très concentrés, dans lequel on mettrait les services publics, et que moi, je voyais déjà comme une façon de désinnerver comme un arbre auquel en fait on couperait ses branches, c'est-à-dire cette hyperconcentration en fait affaiblissait le territoire, pouvait paraître cohérente intellectuellement et rationnellement, et en termes de vie et de développement, on revenait à assécher pour moi tout un tissu qui était indispensable et nécessaire, qui était le tissu de la France dans son ensemble. Vous avez été assistante parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans le bon ordre ou non? Alors, au Sénat d'abord, à l'Assemblée nationale ensuite. Quelle expérience en avez-vous tiré? C'était passionnant. J'ai beaucoup aimé notamment les années au Sénat. D'abord parce que quand les textes arrivaient, ils avaient été déjà vus à l'Assemblée nationale. Donc on commençait à vraiment voir quels étaient leurs points forts et leurs points faibles. Ensuite parce que c'était dans l'opposition. Et dans l'opposition, c'est merveilleux. Vous n'avez aucune responsabilité. Vous ne pouvez vous attaquer uniquement à ce qui va mal et concentrer toutes vos attaques là-dessus. Donc vous devenez des décortiqueurs. Mais en même temps, tout cela se passe dans une atmosphère où on n'insulte pas l'autre, on doit démonter les arguments. À l'inverse de l'Assemblée nationale où parfois les gens se mettent en avant et font du théâtre, là-bas très souvent au Sénat, je ne dis pas qu'il n'y a pas une part de théâtre, mais le travail sur le décortiquage des textes est vraiment la base de tout. Donc ça, j'aimais énormément et je me suis spécialisée dans la santé publique. Parce que je trouvais que les questions de finances sociales étaient essentielles à la fois dans le poids qu'elles représentent dans l'État, mais aussi dans ce qu'elles traduisent dans nos vies concrètement, les solidarités qui sont issues de ce qui nous lie en tant que citoyens. Donc pour moi, c'était passionnant de travailler sur ces questions-là. Et ça a été un moment important de ma vie, mais un moment où j'étais très en retrait, en back-office. Mais je trouvais qu'être dans l'ombre était... être dans l'ombre et travailler sur des sujets intéressants, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, vous avez été, je crois, maire adjointe, adjointe au maire, et puis vous avez été conseillère régionale. Pouvez-vous nous dire quelques mots de ces deux fonctions ? Alors, adjointe au maire, j'ai énormément aimé. J'étais notamment adjointe à la petite enfance, entre autres, parce que j'avais pas mal de délégations. Et j'ai réussi réellement, sur ma ville, à construire 2 crèches, à changer les façons de travailler. Et ça, grâce à 2 femmes extraordinaires, qui étaient la directrice du secteur et la directrice des affaires sociales et la directrice du secteur petite enfance, qui étaient des femmes qui vraiment travaillaient en prenant d'abord la température du terrain, en essayant d'associer au maximum les gens qui travaillaient avec elles dans la définition, quelle doit être la crèche idéale, comment simplifier leur travail, comment simplifier tout ce qui était manutention, comment accueillir les enfants dans les meilleures conditions, quels étaient les besoins qu'il fallait développer. C'était extrêmement intelligent la façon dont elles avaient réfléchi le concept, ce qui fait que moi, je n'avais plus qu'à en tirer, j'allais dire, les marrons du feu et la gloire. En fait, quand vous êtes élu, ce que vous pouvez apporter, c'est un environnement de travail suffisamment sécure pour que les gens puissent vous faire part de leurs bonnes idées, parce que les vrais professionnels, ce sont eux. Et ensuite, vous trouvez les chemins pour que leurs idées deviennent concrètes. Mais croire que parce que quelqu'un a une meilleure idée que vous, il vous vole votre poste, ce qui est parfois le problème du positionnement de certains adjoints au maire, c'est vraiment dommage. Au contraire, c'est en s'appuyant sur des compétences qu'on n'a pas qu'on réussit ce mandat. Et ce mandat est très concret. Quand vous réussissez à construire une crèche, que les locaux sont beaux, que vous voyez votre personnel qui s'épanouit et l'accueil des enfants qui se fait en plus grand nombre et de meilleure manière, sincèrement, c'est extrêmement gratifiant. Ça vous rend juste heureux. Et le conseiller régional, c'était plus difficile
Autre chose? Alors, déjà, il y avait le fait que je n'avais pas de fonction exécutive, j'étais pas vice-présidente, donc j'étais moins associée. En fait, j'ai trouvé ça parfois surréaliste parce que vous vous retrouvez enfermé pendant 2 jours entiers pour prendre des décisions, pour voter en fait la partie légale de votre production. Et les gens là se mettent à faire du théâtre, interprètent des textes. Il n'y a aucun spectateur. Personne ne vient. C'est vrai que c'est retransmis en direct, mais ça n'intéresse pas énormément les citoyens. D'abord parce que les choses sont peut-être pas très pédagogiques, c'est compliqué. On est à un degré, on est dans la superstructure, donc vraiment dans le financement, dans les concepts, et parfois ça manque de concret. Et j'ai trouvé que là, on était beaucoup dans le théâtre. Il y avait énormément, c'était des guerres d'apparatchiks. Ce sont déjà des mandats que vous obtenez sur une liste, pas sur votre nom. Et à la fin, quand on se fait élire sur une liste, il suffit que la tête de liste soit suffisamment brillante et vous pouvez n'avoir aucun intérêt et vous passez quand même. C'est pas des scrutins qui sont très motivants. C'est souvent des scrutins dans lesquels on case. Vous savez, il faut un quota de filles, donc vous vous retrouvez parfois à telle place dans la liste parce que vous avez le bon sexe au bon moment. Bref, c'est pas un mandat qui m'a enthousiasmée, mais je pense que en revanche, ce mandat, quand on a des positions exécutives et qu'on peut agir, est un mandat qui doit être passionnant. Par quel cheminement, Céline Pina, et quand avez-vous adhéré au Parti socialiste? Alors, j'avais adhéré au départ au MJS parce que c'était le mouvement des jeunes socialistes et c'était plus simple pour moi quand j'étais étudiante. J'y suis arrivée par le biais du syndicalisme étudiant. Alors c'était pas très sérieux à mon époque le syndicalisme étudiant parce que on n'avait pas non plus de grandes injustices à combattre dans les milieux où on était, mais ça permettait déjà de se frotter à quelques sujets politiques, d'échanger avec les gens qui à l'époque dirigeaient les facultés. Donc à ce titre-là c'était intéressant, mais il fallait reconnaître qu'on perdait beaucoup de temps à se faire des crasses entre nous, à faire des fausses cartes. Les votes à l'UNEF et à l'UNEFID étaient des catastrophes démocratiques dans lesquelles le but du jeu était par tous les moyens d'affaiblir son adversaire. Et c'était peut-être ce syndicalisme étudiant à l'époque, une école de la triche et de la langue de bois, et que l'on consommait avec d'autant plus d'absence de recul que quand vous êtes jeune, vous croyez que le monde est à vos pieds et que parce que finalement vos objectifs sont soi-disant moraux, tous les chemins sont bons pour parvenir à vos fins, et il n'y a pas grand monde qui vous détourne de ce type d'idées. Je trouve que ce qui est intéressant en vieillissant, c'est de se rendre compte que parfois vouloir prendre le plus court chemin, on croit que l'on va réussir et en fait on gâche quelque part la substantifique moelle de l'action qu'on voulait mener, et en grandissant on apprend que non, la fin ne justifie jamais les moyens, et que quand on commence à rentrer là-dedans, on commence à s'abîmer et à abîmer ce qu'on croit vouloir porter. Mais vous considérez que le Parti socialiste transgressait plus les idéaux que d'autres partis plus classiques, de droite ou conservateurs? Alors, le problème, c'est que quand on est jeune et quand on est engagé, on est très souvent auto-centré. Et donc, on va regarder d'un œil parfois très critique, parfois peut-être trop critique, l'espace que l'on occupe. En fait, on vit dans un monde tout petit dans lequel l'autre, c'est le méchant. Et on ne va pas les regarder de trop près. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette figure? Donc pendant tout un temps, pour moi, la droite, c'était le mal. C'était très confortable. Et puis petit à petit, vous finissez quand même par ouvrir les yeux, par grandir et par vous rendre compte que blanc et noir, ça marche pas, qu'il y a beaucoup de gris et que de ce gris, vous y participez aussi. Et les assurances commencent à ce moment-là à vaciller. Et tout d'un coup, on peut comprendre pourquoi certaines personnes sont conservateurs. On entend en tout cas les logiques et les manières de penser des autres. On les voit pas comme si stupides ou amorales. On comprend aussi leurs objectifs et on voit également toutes les limites parfois de ce que l'on porte, y compris les limites intellectuelles, parce que quand vous voulez le pouvoir, parfois, si un discours fonctionne, même s'il est faux, pourquoi ne pas s'en servir?
Parfois, la vérité est plus compliquée à servir parce qu'elle peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs qu'un faux récit, mais excellemment travaillé et qui entre en résonance avec des représentations de personnes. Et peu importe si elles sont fausses, puisqu'elles vous permettent d'arriver à vos fins. Et à un moment donné, en politique, on se trouve confronté à ces questions-là et on ne fait pas toujours le bon choix quand on est jeune. Votre désaffection socialiste, si j'ose dire, a résulté d'une maturation très lente ou bien il y a un événement qui a été décisif ? Je pense qu'il y a eu une maturation très lente et il y a eu aussi... en fait, c'est comme si, à force de se trahir soi-même, à un moment donné, soit on prend le chemin de la trahison absolue, et à ce moment-là, sa réussite personnelle va justifier tous les sacrifices moraux, et on prend cette voie-là. Soit à un moment donné, vous vous retrouvez trop éloigné de vos bases et quelque chose éclate en vous. Moi, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir rompu avec une certaine idée du socialisme en tant que quête de la justice sociale, en tant aussi que on peut être persuadé qu'il faut une élite dans chaque pays et penser que finalement, si cette élite se reproduit, c'est pas grave du moment qu'elle fait son travail. Moi, j'éprouve le besoin réel qu'il y ait une forme d'ascension sociale et que l'accès à l'élite se passe par le mérite et que même quand on en est éloigné par sa situation sociale, par sa naissance, on puisse avoir des sociétés qui vous permettent en fait de progresser, de changer votre destin. Je suis très attachée à l'émancipation, même si elle doit remettre en cause certaines représentations. Et j'ai un vrai problème avec le surplomb religieux. Pas forcément avec une forme de lien à la religion qui peut être une quête mystique ou une quête individuelle, mais vraiment du mal avec le surplomb religieux quand il se fait politique. Et là-dessus, j'ai pas l'impression d'avoir changé. En revanche, le Parti socialiste tel qu'il était devenu et tel que je le voyais là où j'exerçais, qui était un parti qui assurait sa puissance locale par des tractations clientélistes avec des gens qui, eux, n'avaient rien à voir ni avec le socialisme, ni même avec les idées de liberté et d'égalité, qui étaient à ce moment-là soit les islamistes, soit même les représentants communautaristes qui n'avaient peut-être pas une dimension théologique très poussée, mais qui, en tout cas en termes de contrôle social et d'imposition d'une civilité qui n'était pas la civilité française, jouaient un rôle très important dans les banlieues. Je voyais les élections se nouer autour d'accords clientélistes comme ça, et je fermais les yeux parce que on ne savait faire que ça. Au moment des élections, on réactivait ce type de réseau, et puis et hop, on dealait avec les chefs communautaristes, et puis ça passait, et puis ensuite il fallait payer sa dette. Et petit à petit, je me suis dit, mais moi qui pensais que c'était par l'union des hommes autour d'une idée et d'un projet qu'on arrivait à dépasser toutes nos identités, ce qui fait qu'on est homme ou femme, blanc ou noir, métis ou... que toutes nos différences, qui sont des différences d'apparence, mais qui sont pas fondamentales pour moi, on pouvait tout à fait les dépasser et se retrouver à créer ensemble un monde commun. Et tout d'un coup, je me rendais compte que c'était pas vrai du tout, et que ce qui faisait prospérer mon parti dans l'endroit où moi j'exerçais étaient des méthodes qui n'avaient rien de démocratique et qui n'avaient rien d'humaniste non plus. Donc c'est avec ça que j'ai fini par rompre. Vous quittez le Parti socialiste en quelle année ? En 2016, en fait. Le premier choc, je l'ai, comme tout le monde, avec l'affaire Charlie, qui m'empêche, en fait, après de fermer les yeux sur certaines réalités. Et c'est là qu'on voit, en fait, que les temps humains sont longs. Malgré tout, je vais poser un acte public, il va me falloir presque un an, puisque l'histoire du Salon de la femme musulmane se passe en septembre 2015. Et puis, pour quitter le Parti socialiste, je vais encore mettre quasiment un an. Je vais partir avant d'en être exclue. Vous savez, un peu comme quand
On préfère larguer avant d'être largué quand on est jeune, parce qu'on se fait un honneur de partir le premier. Il y avait un petit peu de ça. Mais malgré tout, la rupture a été difficile parce que c'était 20 ans d'engagement, que malgré tout, je connaissais du monde, qu'il y avait des gens que j'aimais bien à l'intérieur de ce parti, même des gens que j'admirais, avec qui j'avais pu travailler, et que c'est dur de se retrouver tout seul. Un collectif, ça tient chaud, ça peut être lourd à supporter, ça peut vous amener à avaler beaucoup de couleuvres, mais on en a besoin, on est des animaux sociaux, ça tient très chaud. Et oui, quand j'en suis partie pendant longtemps, il y a eu une sorte de petite tentation de l'autocensure pour pouvoir revenir. Mais ça aurait impliqué de renouer avec trop de mensonges, pour moi en tout cas. Et donc j'ai préféré poursuivre un chemin de crête dans lequel on n'est plus seul, mais peut-être un peu plus en accord avec soi-même. Depuis, alors après, est-ce que je ne me trompe pas, il y a eu le printemps républicain, vous y avez passé quelque temps. Vous avez créé une association, je crois, et vous vous êtes senti à l'aise dans la création de Front Populaire de Michel Onfray. Je synthétise un peu rapidement un parcours très riche. Oui, en fait, même si quand vous fondez des associations, aujourd'hui c'est compliqué. Les gens, ils ont quand même des vies pas faciles, des horaires stressants. Retrouver en fait une forme de militantisme est pas évident, surtout à un certain âge. Et j'avoue que toutes ces associations, elles reposent sur très peu de monde. Elles sont incarnées par très peu de monde. Elles répondent à un besoin, mais on a du mal encore à en faire des leviers humains et militants. Ça reste encore assez groupusculaire, pour être tout à fait honnête. Et donc, quand Michel Onfray est arrivé avec son projet, qui était à la fois un projet, certes, d'analyse politique, mais un projet aussi de revue, dans lequel il y avait du concret. Moi, j'ai toujours adoré écrire. J'avais une grande admiration pour le travail de Michel Onfray et pour ce côté peut-être aussi un peu rebelle. On a du mal à le faire rentrer dans la logique médiatique, même s'il passe beaucoup sur les médias. Il a une sorte de fierté à dire toujours ce qu'il pense, même quand ça peut lui apporter pas mal d'ennuis. Il y a dans cette forme de rigueur, de lien à sa vérité, finalement quelque chose peut-être d'un peu radical que j'aime beaucoup. Et puis quand c'est matiné d'une grande intelligence et d'une grande culture, c'est encore plus intéressant. Et puis dans le travail, dans la relation humaine, c'est quelqu'un d'extrêmement attentif aux autres, avec qui on peut vraiment avoir de vraies discussions, qui reste à l'écoute, qui est curieux de tout. Et ça, c'est une richesse dont on se passe difficilement. Céline Pina, vous êtes identifiée depuis ce parcours que vous avez bien décrit comme l'incarnation d'une combattante vigoureuse contre l'islamisme, une conception dévoyée de la laïcité. Est-ce que vous considérez que c'est vous simplifier, ou est-ce que vous, au contraire, vous estimez qu'il n'y a pas de combat plus important que celui-ci aujourd'hui ? Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de combat plus important que celui-ci parce que c'est un véritable combat civilisationnel. Ma vision de la laïcité, c'est pas simplement la séparation de l'Église et de l'État, ou des Églises et de l'État. Pour moi, c'est une vraie manière d'être au monde et de faire naître une société politique. Autrement dit, la politique pose deux questions pour moi. D'abord, elle nous confronte à la mort, c'est-à-dire que nous, êtres humains, notre temps de vie est relativement court. Or, quand nous arrivons dans un monde créé, qui est simplement créé pas simplement créé par des œuvres matérielles, j'allais dire de grands monuments, la table, ces technologies qui nous entourent, mais qui est aussi un monde immatériel dans lequel on a des représentations de ce qu'est une société juste, pourquoi la démocratie est le meilleur des régimes. On a des représentations intellectuelles qui, elles aussi, nous précèdent et vont nous survivre. Et la politique, pour moi, c'est la quête d'immortalité de l'homme dans le domaine public. Vous avez d'autres quêtes d'immortalité dans le domaine. Donc, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est qu'elle pose la question au nom de quoi un homme peut-il exercer le pouvoir ? Quelle est la légitimité d'un pouvoir à agir ?
Et pour moi, cette légitimité, elle vient de la capacité à permettre aux hommes de déployer par le langage, par la raison, peut-être aussi en dominant leurs émotions, mais ça veut dire que les émotions jouent un rôle, en fait, de créer une sorte de monde commun qui soit régi par la loi. Et cette loi que nous produisons et qui nous échappe dès qu'elle est produite, même l'Assemblée qui a voté une constitution et une loi se trouve soumise à celle-ci. C'est pas parce que vous l'avez fait que vous la dominez, cette loi. Elle vous échappe dès qu'elle est posée, elle se met au-dessus de vous et ça devient ce tiers garant qui fait que les relations entre les hommes vont au-delà du contrat. Que ces relations impliquent d'abord qu'on se soit mis en accord sur un cadre commun et que c'est au nom de ce cadre commun que s'il y a opposition entre deux hommes qui ont passé contrat entre eux, quelqu'un va pouvoir dire là il y a eu trahison, là la part du contrat a été honorée. Ce qui donne la garantie de la relation politique et humaine, c'est justement le cadre commun que l'on a posé, ce cadre commun de la loi qui est à la fois humain et ahumain. Et ça peut paraître complexe, ça l'est probablement. Ça demande pour devenir citoyen un effort pour aller au-delà de soi-même, qui demande une certaine éducation. Et c'est pour ça que finalement, un peuple démocratique ne peut être qu'un peuple éduqué, qu'un peuple que l'on élève en permanence. Et c'est cet idéal pour moi qui passe par la laïcité, parce que justement la laïcité, elle vous dit, c'est vraiment de cet accord des hommes qu'on va faire naître ce monde commun. Il ne viendra pas d'un quelconque Dieu, il ne viendra pas d'injonction divine auquel si vous vous conformez, j'allais dire, votre comportement ou même vos pensées, vous gagnerez un paradis et votre part d'immortalité. La seule part d'immortalité que vous pouvez laisser derrière vous, c'est un cadre politique sain, épanouissant et dans lequel vos enfants vont peut-être pouvoir, eux, jouer aussi leur propre partition. Ça me semble bien plus essentiel que ce que je vois revenir autour de moi, autrement dit le cadre théologique, qui est un cadre étouffant, tellement il est même pas dans le contrôle de la pensée, mais même dans le contrôle des gestes de tous les jours. Et l'islamisme est l'illustration très forte de ce cadre-là, ou alors une forme de nihilisme total, dans lequel c'est moi pour roi et toute la loi doit procéder de mes désirs et de mes envies, dans lequel je ne vois que la mort de la civilisation. Donc oui, pour moi, ces questions-là sont essentielles. Que pensez-vous, Céline Pina, non pas de la campagne présidentielle, mais du télescopage qu'Éric Zemmour a fait entre islam, islamisme et éventuellement terrorisme? Est-ce qu'il avait raison de le faire ou est-ce qu'il était peut-être trop provocateur? En fait, il faut bien entendre que dans un pays, vous avez, et aujourd'hui probablement un peu plus de la moitié des musulmans qui n'aspirent absolument pas ni à subir l'islamisme, ni à rentrer dans un quelconque djihad, et qui sont plutôt en quête de formes de socialisation qui sont les mêmes que la socialisation occidentale. Vous avez pas mal de personnes qui parfois sont arrivées ici, pas seulement pour des raisons économiques, mais je pense notamment aux Algériens qui fuyaient pour le coup dans les années 90 le fils et la forme d'État islamique qu'on a connue en Algérie pendant quelque temps. Je trouve ça ça doit être très violent à ce moment-là d'être identifié à ceux que vous avez fui ou à ceux que vous combattez chez vous. Donc c'est la première chose pour laquelle il faut avoir un peu de subtilité dans ces questions-là. Après, oui, la force de l'islamisme, c'est de s'appuyer sur les représentations de l'islam. Le problème des sociétés islamiques et pas islamistes, c'est que déjà à la base, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Ça se voit au niveau de l'héritage, ça se voit au niveau du poids de la parole. La parole d'une femme vaut la moitié de celle d'un homme. Dans certains pays, ce sont des éternels mineurs. Elles n'accèdent même pas, c'est même pas à l'égalité des droits, c'est qu'elles n'accèdent même pas aux droits. Si vous êtes mineur, vous n'avez pas de droits en propre. Donc oui, il y a bien l'islamisme appuie toute cette volonté de dénier l'égalité aux hommes
il le puise dans l'islam. Il y a aussi dans l'islam une très grande violence dans le Coran. On n'aime pas le dire, mais il se trouve qu'il y a des versets extrêmement violents et que malheureusement, sur la question des versets abrogés et des versets encore d'actualité, les moins violents sont souvent abrogés, les plus violents sont souvent encore d'actualité. Donc bien entendu, il y a dans le texte de quoi être choqué. Il y a dans le personnage du prophète de l'islam, vous prenez par exemple le prophète des chrétiens, c'est quelqu'un qui se sacrifie, qui accepte le rôle de bouc émissaire. Quand vous prenez le prophète de l'islam, c'est un chef de guerre qui assume non seulement un chef de guerre, mais un chef de guerre victorieux et qui termine sa vie en sorte de sultan dans une domination totale sur ce qu'il a conquis et réalisé. On est dans des univers mentaux qui sont différents. Donc bien entendu, il y a un lien entre islam et islamisme, mais il y a des tas de sociétés qui pourraient se développer sans sombrer dans la logique islamiste. Et ensuite, vous avez des islamistes qui ne basculent pas forcément dans le terrorisme, qui eux vont plutôt chercher le séparatisme, autrement dit, vont militer pour que dans tous les actes de la vie, on puisse les distinguer des koufars. Ça explique par exemple la question du burkini. Parce qu'on pourrait se dire, attendez, si le problème c'est que les cheveux doivent être couverts dans une piscine, on est obligé d'avoir un bonnet, super, le problème est résolu. Sauf qu'en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment me distinguer dans tous les actes de ma vie de l'infidèle, de celui qui n'est pas comme moi. Donc on va chercher des symboles et dans le cas des femmes, c'est le maximum de couverture, c'est tenter d'imposer ce burkini à l'intérieur des piscines. Donc vous pouvez être dans une logique séparatiste sans forcément passer à l'acte violent. Le passage à l'acte violent, c'est encore une énième étape et d'ailleurs on voit quand les profils que ce soit de ceux qui ont mené les attaques au Bataclan ou on a vu souvent des profils de gens qui étaient entre la petite délinquance et même quand ils se convertissaient à l'islamisme, on voyait que c'était pas des grands spécialistes ni de leurs textes sacrés. Simplement, ils voyaient dans le djihad le moyen d'abolir tous leurs péchés, de se sauver eux-mêmes et de sauver leur famille. Cette dimension revenait très souvent dans les gens qui avaient commis ce type d'acte ou dans l'entourage en tout cas. Et ils voyaient ça comme une forme d'épiphanie, de réalisation de soi et de réalisation de son lien à Dieu. Là, on est quand même dans des cas très particuliers. Donc, à chaque fois, il y a un continuum de certaines représentations. Il y a aussi des différences fortes. Et la vraie question, c'est de dire à une population qui est travaillée au corps, que l'on culpabilise à mort en lui disant si tu veux être un bon musulman, voilà comment les femmes doivent se comporter, les filles doivent se comporter, les hommes doivent se comporter. Parce que cette obligation d'un comportement normé pèse sur tout le monde. Quand on travaille une population au corps comme ça, la vraie question, c'est qu'est-ce que nous, on peut leur apporter. Et si on leur dit, vous êtes tous pareils, on met tout le monde dans le même sac, et de toute façon, vous êtes tous des terroristes en puissance, le dialogue est un peu compliqué. Donc c'est quand même idiot de faire ce type d'amalgame. La vraie question, c'est voilà quel est notre modèle de société. C'est un modèle de société qui nous a apporté la prospérité économique et la liberté politique. Vous êtes tout à fait légitime pour y participer, pour y prendre votre part, pour être citoyen à nos côtés. Mais pour cela, il faut accepter ce modèle. Et il est basé sur l'égalité entre les hommes, il est basé sur une religion qui est un peu mise de côté, à qui on demande une certaine discrétion. Eh bien, passons donc des contrats clairs. Et à partir du moment où notre contrat de citoyen sera clair et où, quelque part, le modèle de société que l'on proposera s'avérera meilleur que celui qui est proposé par les islamistes ou par les tenants des sociétés islamiques, on devrait réussir à gagner. D'ailleurs, regardez, finalement, tous les tenants de l'islamisme politique ne disent jamais quel modèle de société ils vont construire. Ils attaquent le modèle occidental, ils remettent en cause notre État de toutes les manières possibles en le traitant de raciste, de fasciste, mais ils ne disent jamais eux ce qu'ils veulent faire. Or, le malheur, c'est que l'État islamique, c'est la réalisation de l'islam politique, c'est pas du tout un dévoiement. Il met en place la pensée et les cadres de représentation de l'islam politique.
Est-ce qu'il faut considérer, Céline Pina, à la suite de votre réponse, que vous n'êtes pas aussi pessimiste qu'on le prétend et vous iriez jusqu'à soutenir que l'islam est soluble dans la démocratie française ? Après tout, on a eu, nous aussi, des rapports au texte qui ont pu être très rigides à certaines époques de l'histoire. Moi, je suis persuadée que, oui, en fait, je suis persuadée que notre modèle social est désirable, que le modèle social de l'islam amène tous les pays qui le pratiquent dans le mur. Je regarde l'Algérie, le Maroc, etc. Ce sont des pays extraordinaires, avec des richesses immenses, non seulement dans leur sous-sol, mais dans leur agriculture potentiellement, et puis dans leur jeunesse. Et ces pays-là, qui devraient être des pays dominants, quasiment eu égard à leur capacité, sont des pays dans lesquels on vit mal, qui se développent peu, dans lesquels il y a peu de créativité. Donc je me dis tout simplement, cette créativité, elle existe, tous les hommes l'ont, mais il y a des modèles sociaux et des modèles de développement et des modèles culturels qui l'écrasent, qui l'étouffent, et d'autres qui lui permettent de s'exprimer. Et à mon avis, nous, on a un modèle qui, malgré ses limites, malgré ses défauts, permet la créativité, permet l'expression, permet le développement, nous a permis de devenir ce que nous sommes, alors que parfois on avait plutôt moins d'atouts que les autres. Et je pense que ce modèle-là, il est universel. Il peut conquérir d'autres esprits, et qu'à partir du moment où on laisse la religion à part, dans la sphère privée, oui, je ne crois pas que l'islam soit profondément incompatible. Certaines lectures de l'islam le sont. Peut-être, mais je suis persuadée, en fait, je crois pas qu'entre les hommes, la haine ne puisse jamais être combattue. Je crois pas qu'il y ait des pensées humaines qui soient indépassables. Et je vois pas en quoi l'islam ne serait pas dépassable. Cet optimisme, ça n'est pas ce qui vous reste de la femme de gauche que vous aviez été ? En fait, oui, sans doute, mais c'est même au-delà de ça. C'est-à-dire que quand on a des enfants, on peut pas voir simplement... C'est pareil que soit pour roi. Après tout, mes représentations, elles sont ce qu'elles sont. Moi, je suis persuadée qu'il faut que je transmette des valeurs universalistes à mes enfants, et que ces valeurs-là, notre culture et notre civilisation les portent plus ou moins bien, mais qu'en tout cas, elles sont, c'est un trésor qu'on peut leur transmettre. Et non, j'ai pas envie de penser que des façons de voir mortifères peuvent s'imposer sur le long terme. Je me dis toujours, mon idée, c'était quand on prend la Deuxième Guerre mondiale, quand on voit à un moment donné l'Angleterre, elle est toute seule, l'Europe entière est soit sous la botte d'Hitler, soit Staline ne bouge pas. On aurait pu se dire, mais ils auraient dû déposer les armes en disant, mais je vais pas me battre tout seul si tout le monde renonce. Un, ils ne le font pas. Deux, à ce moment-là, on peut penser que face à des États totalitaires, les démocraties sont structurellement faibles et ne peuvent qu'être balayées, et c'est pas ce qui va se passer. Donc, à chaque fois, je me dis, nous, on peut être très pessimiste, parce que parfois, on voit des modèles qu'on pensait intangibles. Moi, j'ai grandi en étant persuadée que l'égalité, je croyais à la fin de l'histoire, je me disais l'égalité entre les hommes, elle est faite, on sait à peu près comment avoir une société politique qui permette les libertés, quel est le modèle économique le plus fructueux pour nous. Et maintenant, tout ça va continuer sur sa lancée. J'étais juste d'une naïveté totale. Je pense que des gens d'une autre époque qui avaient vécu la guerre, eux, étaient sur l'assurance de stabilité. Ils avaient sans doute un regard un peu moins naïf. Mais il n'en reste pas moins que je suis persuadée que toutes les belles choses que la pensée humaine a produites ne disparaissent jamais, et que quand bien même vous avez une résurgence de pensée totalitaire, et la pensée islamiste est une pensée totalitaire comme l'a été la pensée nazie ou la pensée communiste stalinienne en tout cas,
je suis persuadée que malgré tout, on peut s'en sortir. Ce que je trouve atroce, c'est les gens qui sont sacrifiés dans le processus, j'allais dire, où on se débarrasse de ces totalitarismes. J'aimerais bien qu'on n'ait pas à revivre en permanence ces cauchemars, mais en tout cas, ce dont je suis persuadée, c'est que même quand nous, parce que nos représentations sont atteintes, on croit que les choses sont en train de mourir. C'est pas forcément vrai. C'est peut-être juste la limite de notre regard, et que nos enfants auront sans doute un autre regard dessus, d'autres capacités à agir, peut-être qu'ils créeront des synthèses qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Mais en tout cas, pour moi, poser les armes n'est jamais une option. Dans la vie, on se bat jusqu'au bout. Croire que la vie est un conte de fées dans lequel, à un moment donné, on va trouver un prince charmant qui va vous installer dans un carrosse et qui va se taper toute la longueur du chemin en vous évitant tout tracas, ça n'a aucun intérêt. La vie, oui, c'est se battre tout le temps. Oui, il y a des moments où c'est fatigant, on aimerait bien que ça soit plus simple, mais je crois que c'est cette combativité qui fait l'homme. Et pour combattre, et combattre justement, il faut avoir un idéal, et il faut croire que jamais celui-ci ne puisse être complètement englouti. Céline Pina, vous êtes une femme d'influence, vous êtes d'une certaine manière une lanceuse d'alerte dans le domaine qu'on évoque depuis quelque temps. Vous avez la passion de l'écriture et de la pensée. Vous êtes une chroniqueuse souvent invitée à la radio, à la télévision. Est-ce que pour vous, c'est une autre manière de faire de la politique ? Oui. Oui, complètement. Peut-être une manière plus saine, dans le fond. Non pas que tout ce que je dis est intéressant, mais au moins, quand je parle, je ne le fais pas en essayant de manipuler pour un camp. C'est une parole. J'essaie vraiment de lire énormément, de passer aussi toutes ces lectures au filtre de ce que je suis, pour qu'elles soient digérées, pour que certaines pensées se mélangent avec d'autres. Et oui, je pense que c'est une manière de, en fait, essayer d'échanger des pensées, essayer de se frotter aux idées des autres, essayer d'en faire des représentations dont d'autres puissent s'emparer, soit pour les pousser plus loin, soit pour les démolir, soit simplement parce qu'à un moment donné, on a besoin parfois que d'autres posent des mots sur ce que l'on ressent. Je trouve que c'est faire un travail politique. Pouvez-vous nous dire un mot de votre conflit que vous avez gagné, je crois, sur le plan judiciaire, avec Rokhaya Diallo, parce qu'il me semble assez emblématique de votre combat et des contradictions qu'on vous apporte. Oui, tout à fait. En fait, c'était au moment où Rokhaya Diallo a été évincé d'une commission sur le numérique qui devait être mis pour conseiller le ministre en charge de ces dossiers. Et à l'époque, on la refuse, et le New York Times fait un article en expliquant que ce refus montre la réalité du racisme systémique qui existe en France, et que donc Rokhaya Diallo n'a pas été prise parce que la France est raciste. Et j'écris une réponse dans le Figaro Vox en disant mais pas du tout, ce n'est pas parce que la France est raciste que Rokhaya Diallo n'a pas été choisie, c'est parce qu'elle est elle-même raciste, sexiste, et qu'en plus elle a des liens avec des mouvances islamistes assez régulièrement. Et donc Rokhaya Diallo attaque sur ces... Alors je ne sais plus si elle prend que raciste et sexiste et elle laisse la dimension islamiste, ou si elle attaque sur les trois termes, mais surtout sur le terme de racisme. Et donc au tribunal, il y a eu une grande discussion parce que si je m'étais contentée de dire Madame Diallo est raciste sans apporter de preuves, effectivement, c'est injurieux, et surtout pour quelqu'un dont la profession est d'être antiraciste professionnel et de faire la leçon à tout le monde. Et il se trouve que j'avais expliqué un certain nombre de positions qu'elle avait prises, notamment par exemple à un moment elle explique que les Juifs ne peuvent pas
On lui dit jamais les blancs n'ont été persécutés. Quelqu'un lui répond mais les juifs sont des blancs, et elle va faire une réponse très alambiquée expliquant qu'on ne peut pas considérer vraiment les juifs comme des blancs. Et donc elle va rentrer dans des logiques raciales qui prouvent qu'à un moment donné son mode de représentation l'amène à penser que si vous êtes blanc vous êtes ontologiquement coupable. Donc ça pose un problème que les juifs soient définis comme blancs, puisqu'ils ont un statut de victime. Et ça, pour elle, blanc victime, c'est pas possible. Elle va faire d'autres amalgames, par exemple en traitant une jeune autrice qui s'appelle Rachel Kahn de Banania, parce que Rachel Kahn est noire et tient des positions qui ne sont pas les siennes. C'est un peu l'équivalent de ce que dit à Linda Kebab Taha Bouaf quand il la traite d'arabe de service. Elle, en la traitant de Banania, elle la traite de noir de service ou de bounty, en expliquant qu'en gros, quand vous êtes noir, vous pouvez pas avoir une position qui soit une position vue comme soutenant l'État français, puisque dans sa tête, il est structurellement raciste. Et sur le sexisme, à un moment donné, elle va sur un tweet expliquer par exemple que les hommes ne supportent pas les femmes voilées parce que ce sont des femmes qui sont indisponibles. Donc, vous leur dites, mais attendez, donc les femmes non voilées sont des femmes à disponibilité des hommes. C'est quand même une représentation à la fois très calquée sur l'islamiste, extrêmement sexiste, sur l'assignation à la pudeur d'une femme qui passerait par le port de certains vêtements. Et ainsi de suite, dans les manières d'agresser certaines personnalités, puis dans le discours tenu et développé, par exemple dans les podcasts de Kif Taras, bref, en fait, vous alliez dans énormément de situations et vous aviez des exemples dans lesquels elle était raciste au sens basique du terme, c'est-à-dire faisant d'une couleur de peau une identité totale dans laquelle, si vous en sortez, vous devenez traître littéralement à votre race. Et donc, on reprend tous les exemples qui étaient dans l'article. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, donc ça ne me revient pas. Et finalement, le tribunal a conclu que non, il n'y avait pas injure publique, que l'article était renseigné et que je pouvais tout à fait me permettre, au vu des éléments que j'apportais, de sanctionner mon discours par ces opinions-là. Et Madame Diallo n'a pas fait appel parce que ça bat complètement en brèche toute sa logique sur lequel il y aurait un racisme systémique en France dont elle serait une des premières victimes. Donc parfois, elle a eu l'intelligence de savoir qu'il fallait arrêter un combat plutôt que se retrouver avec, bien sûr, qu'on peut traiter Madame Diallo de raciste parce que les éléments sont là. Elle a été plutôt intelligente en choisissant d'en rester là. Que pensez-vous, Céline Pina, de la résistance du président Macron, élu puis réélu, face aux défis qui constituent l'essentiel de votre combat? Vous jugez sa riposte médiocre, passable, ou vous le sentez sur le bon chemin? Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est souvent médiocre, pas par manque d'intelligence, parce que c'est pas du tout le cas, mais parce que justement, il ne passe rien à son filtre. C'est un homme qui n'a pas d'intériorité. Tout lui est extérieur. En revanche, il est très habile à se saisir des éléments extérieurs, à en faire quelque chose, mais il n'a pas de ligne. Et en fait, sur les sujets civilisationnels et essentiels, si vous n'avez pas de ligne, vous n'êtes qu'une feuille dans le vent. Donc, tout n'est pas mauvais dans ce qu'il a fait, mais comme il n'a pas de direction et qu'il oscille à droite, à gauche, en fonction des événements, il n'y a aucune logique que l'on peut en retirer. Il a fait, on peut quand même lui noter que la loi séparatisme était un pas en avant. Les exigences qu'il a eues, par exemple, en demandant qu'on puisse témoigner de la laïcité d'une association avant de lui donner des subventions publiques, peut avoir des subventions privées, était plutôt quelque chose d'intéressant. Voilà, sur certains points, il a agi, sauf qu'à chaque fois qu'il agit,
il est aussi rattrapé par un deuxième tropisme qui est le tropisme clientéliste. Alors, je ne fais pas le reproche à Emmanuel Macron. Plus aucun parti ne sait parler à la France et aux Français en règle générale. Chacun s'adresse à des clientèles qu'il a découpées. Mais dans le cas d'Emmanuel Macron, on l'a vu vraiment lors des dernières élections, quand 70% des Français musulmans ont déclaré avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon, c'est un fait politique majeur. Et ça veut dire que vous avez tout un pan de la société qui travaillait par un certain discours, et ce discours parle de persécution des musulmans en France, qui est délirant. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Mais pourtant, cette représentation, on finit par la rentrer dans les têtes. Quand Emmanuel Macron voit ça, il est face à un problème, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui les véritables statistiques, pas celles qui disent il y a 8% d'étrangers. Quand vous voyez la vitesse à laquelle les gens peuvent devenir français sans avoir été ni assimilés ni intégrés, la réalité, c'est qu'on a plutôt 20% de personnes d'origine étrangère qui aujourd'hui vivent dans notre pays, ce qui n'est pas, je veux dire, la Suède à peu près le même taux. C'est pas scandaleux, c'est pas impossible à résoudre, mais en tout cas, vous avez un véritable poids électoral aujourd'hui de cette communauté. Quand lui se rend compte qu'il y a ça sur son territoire et que cette population est en train de faire sécession parce qu'elle s'estime persécutée ou pas reconnue, il est en face d'un véritable problème. Il peut pas y aller à la schlag ou à la hache. Il est obligé d'entendre. Quand, pour le vote Mélenchon, un document a été viral sur les réseaux sociaux et à l'intérieur des boucles WhatsApp, c'était un document qui appelait à voter Mélenchon au nom de la persécution des musulmans et qui donnait comme exemple de persécution la loi séparatisme d'Emmanuel Macron et la loi sur le voile. Et ce document a circulé, mais à une vitesse incroyable, au point que même les préfectures ont pu s'en inquiéter dans certains endroits. Donc lui, en tant que président de la nation française, il est obligé, à un moment donné, de voir qu'il y a eu un discours islamiste qui a porté ses fruits, qui est en train d'installer des représentations de persécution dans la tête de gens qui n'en vivent aucune, qui au contraire sont plutôt massivement aidés par les services sociaux. Et là, il a un vrai problème. Moi, je peux comprendre que face à cette situation, il se demande bien comment agir. Mais malheureusement, je ne crois pas que ce soit en faisant des compromis irréalistes avec des gens qui sont totalitaristes et qui estiment qu'ils doivent imposer une forme, qu'il peut très bien y avoir deux formes de mode de vie différents sur un territoire. En fait, il n'y a pas, nous fonctionnons selon une logique de communauté nationale, il n'y a pas de tractation à avoir avec ce type de représentation. Oui, il y a sans doute une dureté pour justement détacher et faire en sorte que l'influence des islamistes arrête de progresser et que ce soit notre modèle social qui progresse chez les Français de confession musulmane. Mais ça demande une reprise en main de l'école, ce qui n'est pas simple, une reprise en main de la société en son ensemble, ce qui n'est pas simple, et il n'est pas très aidé parce que l'effondrement de tous les partis fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les Français ont encore une représentation commune de ce qu'ils font et de ce qu'ils pourraient faire ensemble. Donc, il est facile à critiquer Emmanuel Macron, Dieu sait que je ne m'en prive pas, mais il faut quand même reconnaître que la situation politique dans laquelle il est particulièrement complexe. On vit dans un monde où les extrêmes, que ce soit l'admiration ou la violence, dominent, me semble-t-il. Est-ce que vos combats, Céline Pina, ont eu des incidences par leur vigueur, ont eu des répercussions sur votre vie familiale, sur votre vie tout court ? Oui, j'ai dû déménager, par exemple. Je suis partie de la région parisienne pour aller en province. D'abord parce que je voyais monter ce que je décrivais. Par exemple, le racisme anti-blanc, c'est pas faux. Dans certains quartiers, c'est un véritable problème. Ça suscite des agressions. Le repli communautariste, je le vivais aussi. La montée de l'influence des islamistes, y compris autour de moi, dans les quartiers qui étaient autour de l'endroit où j'habitais, je les ai vécus aussi. Et si je suis
suis partie, c'est parce que dans la ville où j'habitais, les exemples d'agression n'ont pas cessé de monter. Et aujourd'hui, vous avez énormément d'articles sur Cergy qui expliquent, par exemple, il y a une école de commerce de très haut niveau qui s'appelle l'ESSEC. C'est un véritable problème parce que comme les gamins qui étudient dans ces écoles sont vus comme étant, entre guillemets, des gosses de riches, vous avez des bandes de jeunes qui s'amusent à les dépouiller au point que l'ESSEC a dû mettre en place des systèmes de navettes et de rotation pour protéger ses propres élèves. Vous vous dites, ça pourrait être une chance d'avoir une école pareille dans une banlieue un peu éloignée. Ben non, le fonctionnement même de la banlieue va tuer justement le fait d'installer des choses qui peuvent tirer le territoire vers le haut. Vous avez des bagarres ou des coups de couteau à l'intérieur du centre commercial, énormément de soucis autour des écoles, etc., etc. Donc oui, à un moment donné, j'ai estimé que moi, je ne ferais pas grandir mes enfants dans cette ambiance-là, d'autant que j'étais très connue, que tout le monde savait où j'habitais, et qu'à un moment donné, vous recevez des menaces de mort. À une époque, sincèrement, on recevait des menaces de mort, on se disait, c'est un fou, c'est pas grave, personne ne passait à jamais à l'acte. Aujourd'hui, l'assassinat politique en France, ça existe. Les premiers à en avoir été victimes, ça a été ceux de Charlie. Ça a été les enfants de l'école Ozar Torah morts parce qu'ils étaient juifs et que un illuminé, dans la conception islamiste, les juifs doivent être éliminés. Pour lui, c'était cohérent. Pour nous, c'est de la folie pure. Oui, à un moment donné, vous vous dites d'abord, est-ce que j'ai le droit d'exposer ma famille à ça? Et vous vous rendez compte que quand on salue votre courage, c'est plutôt de votre inconscience qu'on devrait parler. Parce que au moment où vous parlez et vous allez lever le voile sur une réalité, ce que j'ai fait au moment du Salon de la femme musulmane, en expliquant en plus pourquoi tous les politiques se taisaient et quelles étaient les logiques clientélistes qu'il y avait derrière, à ce moment-là, ça part parce que ça m'étouffe et qu'il faut que ça sorte, mais c'est pas réfléchi. Et quand je vois tous les ennuis que ça me vaut après, ou toutes les menaces, il y a un moment où oui, je regrette, ou si je pouvais remballer la parole, mais c'est trop tard. Donc parfois, le courage, c'est un engagement que vous poursuivez vis-à-vis de vous-même. Il y a eu le fait que mon compagnon m'a soutenue, ce qui n'était pas gagné. D'ailleurs, si, à mon avis, votre compagnon n'épouse pas ce combat, ça ne peut pas tenir. Tout simplement parce que ça pèse justement au-delà de vous, donc trop lourd sur le commun. Et puis, aujourd'hui, j'ai des enfants qui grandissent et dont je me suis rendu compte, c'était un truc tout bête, c'était au moment des élections, mon grand-fils a 14 ans, et il me dit, moi, de toute façon, je ne voterai jamais Mélenchon. Donc, je le regarde en lui disant, ah bon, pourquoi? Mais t'as lu les programmes, parce que tu te permets des choses définitives, mais au nom de quoi? Il me dit, ah non, j'ai pas lu les programmes, mais j'ai vu un échange que t'as eu avec lui et j'ai pas du tout aimé la façon dont il t'a traité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mon enfant avait l'âge où maintenant il pouvait regarder des choses sur les réseaux sociaux, où il pouvait peut-être d'ailleurs juger aussi la façon dont je me positionnais, mais pour l'instant, il pouvait en souffrir ou avoir l'impression. Donc, il a fallu que je lui explique que l'affrontement politique dans un cadre normé, oui, ça pouvait être vif de temps en temps, mais ça n'avait pas, c'était pas menaçant, c'était que Jean-Luc Mélenchon ne me ferait rien, qu'il n'était pas une menace pour moi. Mais je me suis rendu compte que lui avait pris conscience que certaines de mes prises de position pouvaient être dangereuses et qu'il avait pu avoir peur pour moi ou entretenir des rejets vis-à-vis de personnalités alors qu'il n'avait pas réfléchi réellement à la question autrement qu'à travers mon prisme. Donc je me dis que à la fois ça peut leur donner un exemple de courage et de défense de ce qu'on croit juste, mais que ça pouvait aussi les exposer, ou peut-être des fois vous devenez l'héritier d'un geste que vous n'avez pas vous-même entamé. Et on voit des fois des gens se mettre à continuer les gestes de leurs parents et on se demande est-ce que du coup je suis pas un surplomb un peu fort? Est-ce qu'un jour ces positions-là vont pas lui empêcher à la limite de faire un gros bras d'honneur à certains des combats, mais parce que tout simplement il aura pas envie de les tenir, ou ils auront envie de faire autre chose de leur vie, et ce que je trouverais tout à fait normal. On se demande toujours dans ces cas-là si on peut pas, c'est pas tellement sur le compagnon qui est un adulte et qui est un homme fort et qui sait pourquoi il fait certains choix et puis qui a toujours été militant politique, mais on se
demande toujours si on va pas gâcher un peu la vie de ces enfants, soit parce que comme le combat fait que vous êtes rejeté ou traité de raciste ou de fasciste, c'est pas une belle image et on comprend qu'ils aient pas envie d'être associés à ça, soit parce qu'au contraire ils y adhèrent complètement et qu'à un moment donné elles les écrasent en les empêchant de choisir leur propre vie. Oui, je trouve quand on est parent, de toute façon, on se pose toujours plein de questions et heureusement que eux parfois ils ont une telle vitalité qu'ils le trouvent leur chemin. Céline Pina, malheureusement, ma dernière question et votre réponse en peu de mots, si c'est possible. Comment voyez-vous votre futur personnel, familial, si j'ose dire, intellectuel, politique ? En fait, c'est vraiment ce que j'aimerais, finalement, ce serait écrire un roman, faire des choses peut-être plus artistiques, plus créatives. Je disais tout à l'heure qu'il fallait jamais baisser les bras, mais le combat que je mène, il est lourd, je le mène depuis longtemps. Et parfois, j'aurais envie d'autre chose, peut-être d'un peu plus de légèreté, d'un peu plus de créativité, d'autres combats finalement. Votre dernier livre, je suis navré, je ne respecte pas ma dernière question, comment s'appelle-t-il ? C'est bien essentiel. Et c'est justement se poser la question de la culture comme façon d'accéder à une forme d'immortalité de l'être et à une forme d'apaisement de soi. Voilà 2 exigences superbes. Merci beaucoup, Merci. Céline Pina.